Bienvenue dans Africa Entretien, cet espace politique qui reçoit aujourd'hui M. Jean-Jacques Mamba. Il est porte-parole du MLC. Il est également secrétaire national chargé de la formation et idéologie. Bienvenue sur ce plateau. Merci madame. Et je ne suis pas seul. Don Desdieux Misélé. Don Desdieux est présentateur de l'émission Point Focal sur Baraka Télévision. Bonjour Don Desdieux. Bonjour, Mandala rectificatif, c'est sur plusieurs chaînes de télévision. Voilà, merci pour cette précision. L'actualité reste dominée sur l'affaire Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo, le sénateur, a été condamné à 18 ans de prison à la CPI. Au MLC, l'on a qualifié cette justice d'une justice sélective. Et l'on a évoqué aussi la politisation de la CPI. Alors ma question est de savoir, Monsieur Jean-Jacques Mamba, qu'est-ce que le MLC attendait comme verdict? Bon, nous avions construit un argumentaire assez solide dès le départ de l'affaire. Nous avions bien démontré que nous n'avions pas le commandement de nos troupes qui avaient été sous-commandées par le commandement au niveau du Centrafrique, parce que de la Centrafrique, excusez-moi, il y avait plusieurs troupes. Nous sommes partis dans le cadre d'une alliance militaire. Comme l'ONU envoie des troupes ailleurs, comme la France envoie des troupes ailleurs, donc nous avions assisté à un président qui était légitime et élu et qui était attaqué par une rébellion. Donc partant de là et au nom du principe de l'unicité de commandement, il n'était pas question que les dérives aléatoirement attribuées ou alléguées aux forces du MLC soient imputées au commandement de M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Donc ça, c'était notre ligne de départ. Et nous avions pensé à l'époque que cette ligne pouvait, à un certain moment, faire réfléchir le juge sur la jurisprudence à développer dans le cadre de cette affaire, parce qu'en fine, qu'est-ce qui se passe? Il a été poursuivi d'abord comme co-auteur par M. Moreno. Lorsqu'il y a de la coaction, donc cela suppose qu'on doit inviter ou convoquer les auteurs, mais le procureur a la liberté de poursuivre qui il veut. Maintenant, cette liberté peut être sous-tendue par des motivations assez subjectives que nous décrions ici, dans la mesure où c'était M. Bozizé qui avait fait appel aux troupes de M. Bemba, et donc il devait être convoqué aussi au même titre que M. Bemba à l'époque. Heureusement que le procureur Moreno a quitté la piste de la coaction et de la préméditation pour tomber sur l'article 28 de la responsabilité en tant que chef hiérarchique. Mais malgré cela, on a eu quand même l'impression que la Cour a été bien orientée dans le sens où elle avait un point qu'elle devait atteindre, et qu'elle était cabrée dans le sens où elle devait absolument atteindre ce point-là. Donc vous allez bien remarquer que M. Moreno avait d'abord parlé de 30 ans, après 30 ans, Mme Bensouda a parlé de 25 ans. Notre super ministre de la Justice, le seul au monde qui peut donner des instructions au PGR, avait aussi parlé de 30 ans. Il a fait une conférence de presse par rapport à cela. Mais Mme Steiner n'est pas arrivée à aller au-delà des 18 ans. Et d'ailleurs, on a vu la difficulté avec laquelle elle a démontré ce qu'elle a qualifié de circonstances aggravantes, parce qu'il n'y a pas d'identité, il n'y a aucun nom de militaire. Et le simple fait qui relie le MLC à ces crimes, entre guillemets, les crimes allégués, c'est le fait de la langue. On dit qu'ils parlaient lingala, on dit qu'on les appelait des Banyamulenge, alors qu'en réalité, vous savez très bien que même en Centrafrique, même à Abidjan et partout en Afrique, le lingala est une langue qui est connue. Mais il y a des victimes qui attendent réparation. Raison pour laquelle nous sommes en train de dire que c'est triste, parce que si vous regardez très bien, lorsque vous prenez la situation de la Centrafrique, parce que les faits allégués couvrent une période de 3 mois. Prenez la Centrafrique de 2003 à aujourd'hui en 2016, ce qui s'est passé pendant ces 3 mois ne représente qu'une seule goutte dans l'océan. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé avec les Balaka, tout ce que vous avez là-bas en Centrafrique n'a pas commune mesure avec ce qui a été décrié pendant les 3 mois. Ça veut dire que le MLC ne renferme pas les germes des conflits qu'il y a, n'est pas la source des conflits qu'il y a en Centrafrique. C'est un pays qui est déchiré par des fractions rebelles et ethniques depuis très longtemps, et qu'aujourd'hui, M. Bemba paye de 18 ans de prison. Ce n'est qu'en première instance, donc ça va changer, pour des faits allégués avec des constructions assez légères des preuves. Nous refutons et nous allons en appel par rapport à cela. Vous estimez qu'il y a une main noire? Écoutez, politisation de la CPI. Le problème de la CPI est le suivant, madame. Les justices africaines, ou du moins les signataires du traité de Rome, à un certain moment se sont sentis incapables de juger leurs compatriotes sur le sol national. Ils se disent, bon, pour plus de partialité et ainsi de suite, nous allons signer vers la CPI pour permettre à ce que ceux qui commettent des crimes soient jugés dans toute impartialité. Mais il ne peut pas y avoir d'impartialité dès lors qu'on donne tout pouvoir au procureur de sortir d'un contexte global
en se choisissant un bouc émissaire. Donc ce que je dis par exemple dans le cas de la Centrafrique, il y avait 9 troupes, il y avait M. Bemba, il y avait M. Batassé, il y avait M. Bozizé. Donc au nom de quel principe M. Moreno va charger M. Bemba alors qu'il y a plusieurs belligérants, il y a plusieurs acteurs interpellés, et c'est à ce niveau-là de la subjectivité dans le choix des affaires à poursuivre que nous disons qu'à terme il faudra naturellement organiser notre justice de la meilleure manière pour nous retirer comme a fait la Namibie et comme menace beaucoup de pays africains. Il y en a 32 pour vos informations qui ne sont pas satisfaits du procès ou du verdict et qui menacent lors du prochain sommet de l'Union africaine de se retirer de la CPI. Nom de Dieu, Misélé. Oui, monsieur Jean-Jacques Mamba, vous devez sûrement connaître la personne sur qui vous pointez du doigt quand vous parlez de la politisation du procès de Jean-Pierre Bemba. Est-ce que cette main est-elle interne ou externe? Mais écoutez, d'abord, vous savez que la collecte des preuves a été faite par des journalistes locaux, des confrères à vous, qui ont reçu des frais de mission. Tout le monde le sait très bien, qui sont partis à Bangui pour collecter des... Je ne sais pas si vous avez déjà reçu, vous, des frais de mission pour aller dans des missions officielles, que ce soit celle du gouvernement, ainsi de suite. Donc je veux dire qu'il y a eu quand même une certaine forme une certaine forme d'intérêt à ce que nos journalistes aillent enquêter, aillent collecter, parce que la plupart des faits allégués ont été récoltés par nos journalistes ici, qui ont reçu des frais de mission et qui ont été transmis à Mme Bensouda. Donc nous voulons... Parler de main noire, ce serait citer des gens. Mais ce que nous disons, c'est qu'au niveau du mécanisme, parce qu'aujourd'hui, on parle de M. Jean-Pierre Bemba, demain, ça pourrait être une autre personnalité. Donc, je suis en train de dire que non seulement au niveau de la construction des preuves, mais aussi au niveau du principe de poursuite, il ne faut pas que le procureur ait la latitude de poursuivre en sortant du contexte. Ça veut dire que s'il y a 10 personnes qui peuvent être suspectées et que le procureur a le droit de ne choisir qu'une personne, ça biaise. Parce qu'en ce moment-là, il fait le lit de ce que moi je peux appeler des règlements politiques. Par exemple, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il peut y avoir un souci et qu'à un certain moment, bon, je veux écarter des adversaires politiques, je peux déclarer ma justice incompétente et confier mes adversaires à la CPI pour les éloigner. Donc je veux dire qu'on tombe dans l'aléatoire dès lors qu'il n'y a pas de critères objectifs pour choisir de suivre quelqu'un et de ne pas suivre une autre personne. Non, mais c'est tout à fait normal quand vous avez cité les procureurs et les ministres nationaux de la justice qui ont tergiversé ou encore ils se sont fait des idées sur le nombre d'années que Jean-Pierre Bemba devait... Il ne peut pas se faire des idées, c'est un avocat. Je crois que quand il y a, effectivement, en tant qu'avocat, il y a des faits qui atténuent et qui réduisent le nombre d'années que Jean-Pierre Bemba devait exécuter. À quitter de 30 jusqu'à 10, comme cela a été, je crois que c'est une procédure tout à fait normale sur le plan juridique. Non, si vous aviez suivi cette conférence de presse, il a bien dit, et je m'étonne qu'un ministre de la Justice congolais fasse une conférence de presse pour dire aux Congolais que M. Bemba ne sortira pas avant 30 ans. Déjà qu'il devait soutenir, parce que c'est un compatriote congolais, les faits allégués sont des faits qui sont passés en Centrafrique. Au nom de la solidarité nationale, l'on devrait, parce que nous, le MLC, nous avions participé aux concertations nationales, l'on ne devrait pas avoir ce genre de discours. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque M. Babal a été arrêté, vous savez, pour avoir travaillé dans l'aviation, je tiens à vous informer que lorsque vous affrétez un avion de La Haye, un avion de La Haye pour Kinshasa, il faut que ce soit d'agent Jean Boeing, c'est-à-dire un gros avion. Vous l'affrétez à vide pour venir prendre une personne alors que finalement la peine maximale, même si cette personne est condamnée, est de 5 ans. Vous arrêtez un député national à 2-3 heures du matin alors que nos lois l'interdisent. Donc, d'abord, la CPI pour arrêter un citoyen congolais sur le sol congolais coopère avec la justice. Donc, la justice a coopéré et a autorisé la CPI de venir arrêter M. Babal à 2 heures du matin. Mais ça ne suffisait pas. M. Babal est arrivé à La Haye alors qu'il bénéficiait d'une liberté provisoire. Le ministre de la Justice refuse qu'il revienne au Congo sous prétexte qu'il va troubler l'ordre public. Donc, moi, je pense très bien qu'on doit se dire les choses clairement. Le gouvernement ne nous a pas aidés dans le sens de protéger les intérêts des Congolais que nous sommes, parce que nous sommes d'abord des Congolais. Nous avons été aux concertations nationales pour renforcer la cohésion nationale, mais M. Kabila n'est pas un homme de parole, parce qu'à ces concertations, il a été dit que le gouvernement allait s'impliquer dans le dossier de M. Jean-Pierre Bemba, ce qui n'a pas été fait, mais il s'est impliqué, mais négativement. Et donc voilà, nous disons... Quand nous parlons de main noire, il y a un gouvernement qui était avec le MLC du MLC. Je savais que vous alliez tomber par là, mais regardez bien les déclarations de ceux qui sont dans ce gouvernement. Je commence par M. Thomas Louaka qui a dit la semaine passée que c'est un parti du pouvoir. Ils ne se reconnaissent plus comme opposants. Non, ce n'est pas un conflit. Non, lorsque il a créé un parti politique
et il a dit que ce parti était un parti Suite de à un pouvoir. mécontentement au sein Et du M. MLC. Kambinga, Ils ont été nommés dans ce gouvernement comme membre du MLC. Arrivé là-bas, il y a mécontentement. ils ont été débauchés, parce que vous savez, le français est riche, donc il y a des termes bien appropriés. Ils ont été débauchés, ils ont renié leur parti. Ils ont même été radiés du MLC. Hein. Lorsque M. Kambinga, il y a une année ou peut-être 2 ans avant, critiquait M. Matata, aujourd'hui, il vous explique que dans l'ADN de M. Kabila, il y a un sens de patriotisme élevé. Écoutez, il est devenu kabiliste, pire que kabilisme. Il n'y a pas, mais c'est comme ça, c'est ça la vie politique. Ce ne sont pas les premiers à être partis. Hein. Vous savez, le MLC, dans ce gouvernement, il y a beaucoup d'anciens du MLC. Hein. C'est quand même une série. Les gens sont habitués. Il y a des épisodes. Ils avaient en eux cette sorte de germe de trahison parce que. Non, vous savez, non, pas l'étiquette qu'ils avaient. Non, je pense que chacun de nous est responsable des actes qu'il pose. Malheureusement, ce sont des choses que nous vivions depuis 20 ans, 25 ans. Notre pays fonctionne comme ça. Rappelez-vous à l'époque de l'Union sacrée, hein, Ussori allié, il y avait beaucoup de défections. Il y a très peu de gens qui sont capables de tenir leurs idéaux dans la durée. Et à un certain moment, il y en a qui deviennent des hommes d'État, parce que M. Kambinga a pris ce choix, il l'a fait en tant qu'homme d'État. Félicitations à lui parce qu'il est devenu homme d'État. M. Louak, à un certain moment, il n'a pas réussi aux élections. Il s'est dit que, bon, écoutez, je suis secrétaire général, je dois servir le pays. Et aujourd'hui, il est pro-dialogue et il est un parti au pouvoir. Et il sert le pays en étant au gouvernement. Voilà. Est-ce que cette condamnation a fragilisé le MLC? Parce qu'il faut encore attendre 10 ans. Et pendant ces 10 ans, le MLC n'aura pas de candidat président. Fragiliser, ce n'est pas le terme, parce que nous sommes renforcés dans nos convictions. Mais est-il que c'est un coup dur? Maintenant, vous parlez de 10 ans, moi je vous dirais que non, parce que vous savez, lorsque vous êtes en première instance et que vous faites appel, et je vous parle ici de la construction assez légère des faits allégués et du fait qu'il n'y a aucun expert militaire parmi les juges, que ce sont toutes des femmes qui ont une certaine sensibilité par rapport à la question du viol, qu'à l'appel vous aurez des spécialistes militaires qui vont siéger. Je pense très bien qu'on va vite tomber à soit l'annulation, ou on va vite tomber à quelque chose comme 10 ans, 12 ans, et vous savez, avec le principe des 2 tiers de peine, donc nous espérons que le président sera parmi nous d'ici l'année prochaine, mais je dis encore que nous espérons, nous allons voir un peu comment ça va évoluer, mais cela ne donne aucune, ça ne peut pas présager de la fragilisation du parti, parce que ça ne peut que nous renforcer, parce que in fine, qu'est-ce qui se passe, madame? Si vous voulez faire de la politique, si vous avez choisi la politique comme métier, entre guillemets, on va dire ça comme ça, et que vous n'êtes pas patient, mais il faut arrêter, changer de boulot. Je veux dire que nous allons tenir dans la durée, nous allons traverser les âges, pas nous en tant que personne, mais comme structure, et nous sommes l'un des rares partis, si pas le plus fort, qui, après toutes ces défections, tient encore debout. C'est le discours que vous devez tenir justement pour maintenir le militant, parce que, avec autant d'années, s'ils attendent que Jean-Pierre Bemba retourne. Mais nous n'avons pas attendu M. Jean-Pierre Bemba, notre sénateur, notre champion, pour présenter toutes nos candidatures au provincial. Nous n'avons pas attendu M. Jean-Pierre Bemba pour être la deuxième force politique après l'UDPS alors que nous n'avions pas de candidat. Rappelez-vous que ça fait quand même 8 ans que M. Jean-Pierre n'est pas là. Nous sommes de tous les débats, nous sommes de toutes les batailles. Donc, si M. Tshisekedi à l'époque, M. Kamere qui était des candidats, M. Kengo qui étaient tous des candidats, n'ont pas réussi à avoir plus de députés que nous, alors, il faut quand même respecter le travail que nous faisons. Mamba, vous êtes jeune, intelligent, et si aujourd'hui le pouvoir vous sollicite pour vous demander d'intégrer un gouvernement, allez-vous refuser ou accepter? De quel pouvoir? Le pouvoir qui finit dans 3 mois, là? Je parle du pouvoir de Joseph Kabila. Non, une chose est certaine, il n'y a pas jusque-là. Non, si vous me parlez du pouvoir qui finit en décembre 2016, ce n'est pas intéressant. Mais une chose est certaine. Ça, c'est un autre débat. Finir en décembre, c'est un autre débat. Non, l'opposition n'est pas... comment je veux dire, c'est pas une profession, ce n'est pas... Non, la politique, l'essence de la politique, c'est la conquête du pouvoir. La conquête de pouvoir pour mieux faire, pas la conquête de pouvoir parce qu'on a besoin juste de remplacer ceux qui sont. Servir le pays dans un Maintenant, gouvernement, je vous le dis, que tôt ou tard, si Dieu nous prête vie, nous serons dans un gouvernement. Quand je dis nous, je ne parle pas de moi, je parle du MLC. Mais dans une bonne forme. Je me vois mal, dans les conditions aujourd'hui, après 70 émissions faites pour critiquer ce qui se passe, que je sois obligé de me renier. Je ne me vois pas le faire. Maintenant, ceux qui l'ont fait sont plus courageux que moi. Je n'ai pas assez de courage. Je n'ai pas assez de courage pour le faire. Parce que là, le MLC, c'est comme si le MLC, déjà, à vous entendre parler, vous acceptez la tenue du dialogue. Le MLC avec la dynamique de l'opposition, parce qu'on a entendu certains gros poissons du MLC les dire, mais c'est sous quel format vous, le MLC? Non, j'aimerais qu'on se comprenne, hein, parce qu'il y a quand même une certaine forme de confusion. Nous disons, et nous sommes un parti républicain, nous disons que le dialogue c'est une vertu.
M. Kabila a convoqué les consultations pour son dialogue depuis le 29 mai 2015. Ça fait près d'une année que ce dialogue n'a pas fonctionné ou qu'il n'a pas été lancé pour la bonne et simple raison qu'il y a asymétrie entre le cahier des charges de M. Kabila qui a voulu bipolariser la situation et le cahier des charges de l'UDPS. Donc, M. Tshisekedi tire M. Kabila par le bout du nez en changeant des conditions à chaque fois. Et donc, le dialogue ne tiendra pas. Mais ce que nous avons dit, parce que nous sommes allés vers la tripartite au bon moment pour dire voilà les problèmes que nous avons, nous les avions soulevés depuis une année, attaquons, prenons le taureau par les cornes et attaquons les vrais problèmes électoraux dans le cas de la tripartite. Nous avions déposé un mémo et je pense que c'est bon. Mais ayant déjà l'expérience avec la majorité, c'est-à-dire lors des concertations nationales, sachant très bien que M. Kabila n'est pas un homme de parole, qui ne respecte rien, nous n'avons pas jugé utile de répondre à un dialogue qu'il convoque parce que nous savons que dans le cahier de charge de la majorité, il est beaucoup plus question de mettre par avant l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais pour donner ainsi tacitement la possibilité à M. Kabila de glisser. Ce que nous avons refusé et que nous continuons à refuser parce que nous voulons que la Constitution soit respectée. Quelqu'un d'autre qui est objet d'une autre poursuite judiciaire s'avère être Mme Eve Bazaïba, qui a des démêlés avec la majorité présidentielle ou le PPRD après avoir tenu des propos que eux considèrent des discourtois à l'égard du chef de l'État. Il y a des rassemblements qui se font justement pour ester cette affaire en justice. Non, il n'y a aucune poursuite. Il n'y a aucune poursuite judiciaire. Laissez-moi finir. C'est quoi aujourd'hui l'attente du MLC quant à ce? Écoutez, Madame Bazaïba, Eve, l'honorable Bazaïba, qui est une brave dame et justiciable comme n'importe quel Congolais, y compris le président de la République, doit répondre de ses actes devant la justice. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi, donc elle aussi, elle n'est pas au-dessus de la loi. Si elle est convoquée pour répondre de ses propos, elle le fera. Mais je pense aussi que dans ce pays, il y a bien plus grave que ça. Je veux dire que les violations des droits de l'homme qui se font dans ce pays et qui sont cautionnées par la majorité et qui font maintenant objet des sanctions au niveau international sont beaucoup plus graves que ces faits-là. On ne peut pas, dans une constitution, maintenir des choses comme outrage au chef de l'État et des choses comme ça. Dans une démocratie, dans les démocraties qui fonctionnent, on fait même des caricatures. Vous allez voir à la télévision, sur France 2 et ainsi de suite. Les démocraties évoluées, le chef de l'État, c'est un serviteur. C'est juste une personne, à un moment donné, que les Congolais ont choisi, à qui ils ont remis un mandat pour organiser l'État, pour organiser le pays et notamment la sécurité, créer des revenus dans les poches des gens. Ce n'est pas un super-homme, c'est un homme comme tout le monde qui a un mandat pour une durée qui est bien définie et il faut que nous quittions un peu l'esprit de la colonisation qui faisait des présidents où on pense que tout le monde est roi. Le président reçoit un mandat, donc je peux refuser de le voter et il ne deviendra pas président, il y aura quelqu'un d'autre qui aura ce mandat-là. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à terme, nous devons désacraliser cette fonction. Le chef de l'État mérite du respect, mais derrière ce respect, il y a beaucoup de responsabilités. Et lorsqu'il y a une faille béante en termes de responsabilité, il devrait quand même supporter que les gens le critiquent. Ok, Monsieur Jean-Jacques Mamba, vous êtes un si grand internaute, hein, et les réseaux sociaux en ont fait écho ces 3-4 jours, l'affaire Général Kanyama avec les États-Unis d'Amérique. S'il faut que vous fassiez une analyse politique au niveau de la sécurité de la RDC, ce serait quoi votre analyse, monsieur? Bon, d'abord, moi j'ai honte. Vous savez, je ne suis pas de ces politiciens qui vont venir vous dire, vous savez, on est content, vous avez vu les Américains ont dit, les Français ont dit. Non, nous devons quand même nous respecter nous-mêmes. J'ai honte qu'un pays qui est à 8000 km de chez nous nous explique comment notre démocratie doit fonctionner, nous explique à M. Kabila qu'au terme de son mandat, parce que M. Kabila a des yeux et il sait lire, et il a même prêté serment, il sait quand le 19 décembre il doit quitter le pouvoir, mais que la communauté internationale, que des pays nous appellent pour ça, moi ça me fait honte. Et je pense qu'on est encore comme des enfants, comme à l'époque de la colonisation. Donc, je ne suis pas fier qu'un Américain fasse des sanctions ou sanctionne un compatriote congolais, mais je suis encore beaucoup plus honteux qu'un compatriote congolais comme M. Kanyama ne sache pas que son devoir, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de ne pas faire de la politique. De ne pas répondre des ordres qui sont mauvais. Lorsqu'on lui donne un ordre que cet ordre-là ne correspond pas à ce qui est dans la Constitution, il ne doit pas obtempérer. Mais parce que ces personnes... Madame, dites-moi, dans notre Constitution, où est-ce que c'est permis de tuer parce que quelqu'un est un Kuluna? Pouvez-vous me donner une loi pénale qui permet, par exemple, d'abattre quelqu'un parce qu'il pille dans un magasin ou qui fait... Vous connaissez une loi comme ça? Non, les pillent pas seulement. Je dis ceci, ils n'ont pas été... Je crois que dans votre famille, vous avez quand même eu 2 ou 3 personnes qui ont été victimes de Kuluna. Heureusement que non, mais je vais vous dire quelque chose.
Mais les moi, Koulouna moi, sont j'ai eu des des fruits. gens- moi, j'ai eu des Ils gens ont dans ma famille. amputé des Suivez-moi. membres des personnes dans ce Les Koulouna. les Koulouna sont le fruit de l'incapacité de notre gouvernement de fournir l'emploi, de fournir l'encadrement nécessaire. Dites-moi par exemple, il y a combien de cercles sportifs dans les communes? Vous savez, en Europe, ceux qui ne peuvent pas étudier, qui ne peuvent pas travailler, se livrent au sport. Est-ce que vous avez déjà vu un cercle omnisport construit par le gouvernement pendant les 10 ans? Est-ce que vous acceptez quand même qu'il Je continue. Je continue. Les Koulouna n'auraient pas pu Non, faire RDC aujourd'hui. ils ont repris. La terreur ne résout pas. Il faut résoudre le problème à la base. Vous savez, il y a Il y a encore eu la un semaine temps passée, d'accalmie et un quand temps même, d'accalmie. grâce à cette Est-ce que nous opération, cherchons un temps d'accalmie ou nous cherchons à résoudre définitivement le problème? Pour résoudre définitivement le problème, il faut Non, mais c'est mettre les parce que moyens. les politiques Maintenant, pour revenir au Koulouna, semblent prendre la pour revenir au défense de ces Koulouna, Koulouna aujourd'hui. ça fait 10 ans que nous avons des conteneurs de police, ce qu'on peut appeler des postes de police en forme de conteneurs, et vous avez des policiers qui sont affamés, qui sont très mal payés, qui ne peuvent pas assurer la sécurité des gens. Mais c'est la responsabilité du gouvernement. Maintenant qu'il y ait des Koulouna, ok, vous attrapez quelqu'un avec une machette, donnez-moi une seule loi de notre pays qui vous autorise de le tuer. Aucune. Vous devez l'arrêter, mettez les moyens conséquents pour l'appréhender et le juger suivant les lois de notre pays. Même aux États-Unis, il y a des criminels en série. Du moment que vous l'arrêtez, qu'il est appréhendé, que vous pouvez l'appréhender, mais vous le jugez. S'il fera la prison à perpétuité, il la fera. Notre code ne vous permet pas, parce que vous avez identifié un Koulouna, et ça peut être une mauvaise information, et il y a eu beaucoup de mauvaises informations, de l'abattre. Dites-moi, dans quelle loi de ce pays il y a ça? Il n'y a pas. Donc ce que je dis, c'est quoi? Pour revenir au cas des États-Unis, je n'en suis pas fier. Mais en même temps, je demande au président de la République, je demande à M. Mende, qui parle souvent à la télé pour raconter sa vie, qu'il est temps de ne pas prôner un nationalisme qui est vide de contenu, de ne pas créer une souveraineté alors que nous sommes incapables de vacciner nos propres enfants, que nous demandons tout à l'étranger et que pour nous le nationalisme signifie que lorsqu'on pille et lorsqu'on tue, on doit nous laisser tranquilles. Le nationalisme, la première vertu du nationalisme, c'est d'abord respecter ses propres lois. Dès lors que vous respectez vos lois, vos voisins vous respecteront. Mais si vous n'arrivez pas, dans ce que vous appelez nationalisme, souveraineté, à respecter les fondamentaux que sont la Constitution et les lois du pays... Le général pense qu'il n'a fait que son travail. C'est ce qu'il pense, mais malheureusement, c'est ce qu'il pense, mais malheureusement, il risque d'être poursuivi. Nous avons évoqué le cas de M. Bemba, qui n'était pas en Centrafrique, qui n'a même pas commandé les troupes, mais qui a 18 ans de prison. Parce qu'il y a un principe de responsabilité qui est suivi. Donc M. Kanyama, je le plains, parce qu'à terme... il va répondre de ces actes-là. C'est comme le cas de Mbundu Diakongo. Parce que nous devons donner des moyens à notre police de faire son travail. Non, mais il suffit aussi que la RDC prouve que ces faits qui sont reprochés au général Kanyama sont avérés. Il y a plusieurs familles, monsieur, qui ont déposé des plaintes. Vous croyez qu'il n'y a pas de rapport documenté? Je ne suis pas fier, je ne suis pas content. J'aimerais qu'on se comprenne. Il n'est pas question ici que l'opposition, et encore moins le MLC via son porte-parole, fasse l'éloge de ces sanctions. Je n'en suis pas fier. Mais de l'autre côté, il est aussi question que nous-mêmes, nous apprenions à nous respecter et à respecter nos textes. Si nous ne donnons pas assez de moyens à la police, elle ne fera pas bien son travail. Et pour que ce travail-là soit bien fait, non seulement il faut des moyens, il faut de l'éducation, parce qu'aussi il faut reconnaître que dans notre police, on ramasse beaucoup, on ramasse tout le monde et n'importe qui sans formation. Parmi les Koulouna, il y a des policiers. Moi, dernièrement, dans mon quartier, il y a des gens qu'on a appréhendés, qui avaient des tenues et qui étaient des policiers. C'est pour ça qu'il y a la justice militaire. Donc, en dehors de ce cas-là, vous pouvez aussi voir les moyens qui sont mis à la disposition de la jeunesse. Je vous dis, par exemple, vous pouvez construire des complexes omnisports pour permettre à tous ces jeunes, au lieu de traîner dans les rues avec des machettes, d'espérer au moins d'être compétitifs lorsqu'il y a des jeux et de participer, de gagner leur vie par le sport. Il n'y a rien qui a été fait et je regrette... On peut le dire comme dans des dieux. Donc, il y a une main noire venant de l'opposition qui tire les ficelles pour que l'on sanctionne quelques membres du pouvoir. Vous savez, madame... Parce que le général Kanyama est considéré comme le gardien. L'opposition a mieux fait. De ce pouvoir. Et l'opposition a tenu des activités ou des meetings ici en RDC ou à Kinshasa précisément. Le général Kanyama et ses troupes ont assuré la sécurité. Je vais vous donner un exemple. J'étais avec un ami hier, ils ont participé avec M. Moleka à la marche pour soutenir Béni. Ils se sont fait arrêter, ils ont fait 7 heures en prison. Ils ont été détenus pendant 7 heures. C'est ce qui cause la rancune? Non, mais je vous dis, comment voulez-vous appréhender des gens qui soutiennent leurs frères de Béni? Vous les arrêtez et M. Moleka, tout le monde là pendant 7 heures du temps. Et puis le colonel qui s'exclame à la suite, il dit, mais moi je ne savais pas, on ne m'avait pas dit ça, on m'a dit que vous marchez contre le pouvoir et on devait vous arrêter. Il était même étonné lorsqu'on lui a montré une marche autorisée, s'il vous plaît. Nous sommes dans quel pays? Donc lorsque vous avez des abus de ce genre-là,
attendez-vous très bien à ce que non seulement les ONG s'en mêlent, c'est-à-dire les ONG locales, les ONG internationales qui répertorient et qui listent toutes les violations de droits humains. Nous avons aussi la MONUSCO, ainsi de suite. Le bureau conjoint Voilà, de donc ce sont toutes ces Unies. organisations qui portent les cas au niveau international. Ça n'a rien à voir avec l'opposition. Autre chose, les conclavistes de Genval ont adopté plusieurs résolutions. Et au niveau de la dynamique de l'opposition, les violents ne s'accordent pas sur certains points. J'aimerais avoir quelle est la position du MLC par rapport aux résolutions de Genval. Écoutez, vous savez, les résolutions de Genval sont, excusez-moi, elles sont je les ai lues, je les ai parcourues, elles cadrent avec la résolution 2277. Donc, elles méritent que non seulement la dynamique, mais le MLC appuie ces résolutions. Le petit point de discorde, c'est au niveau de l'interprétation de ce qui devrait arriver au cas où la majorité présidentielle ne donne pas assez de moyens pour connaître des élections dans les délais. S'il y a ou s'il y aura une transition, c'est peut-être là le point d'achoppement. Mais nous, en tant que MLC, nous ne disons pas une chose et son contraire. Cela veut dire que nous ne faisons pas un focus dans la mesure où nous disons respect de la Constitution, ça vaut pour tous les articles. Si la Constitution prévoit que M. Kabila, le 19 décembre, le chef de l'État, aura fini son mandat et qu'il y aura vacance du pouvoir, parce que c'est la seule institution pour laquelle il y a vacances. Les autres institutions, il n'y a pas de vacances pour le Sénat, il n'y a pas de vacances pour le Parlement. Ça n'existe que pour le président de la République. On dit que c'est le président du Sénat, ça devrait être respecté, parce que c'est ça la Constitution. Donc ce que nous disons, et nous continuons à dire, ça fait 2 ans, c'est que nous militons pour que nous ayons un État de droit qui respecte ses propres lois, je viens de vous le dire, et nous espérons que dans ce cadre-là, les choses peuvent avancer normalement. Et lors de son discours à Kalemi, le chef de l'État a rassuré la population qu'il y aurait élection en 2016. N'est-ce pas suffisant pour calmer les esprits, surtout pour... Le chef de l'État est venu lors des 2 chambres après les concertations nationales pour dire qu'il y avait 100 premières propositions et qu'il allait les appliquer, notamment réouvrir les chaînes, libérer les prisonniers politiques, ainsi de suite. Le chef de l'État n'a pas de parole. Je ne vais pas vous le rappeler. Le chef de l'État n'a aucune parole. Il ne tient pas parole. Ça veut dire que ce qu'il a dit, qui est on ne peut plus vague, lorsqu'il dit... Vous devez vous enrôler. D'abord, c'est le travail de la CENI. Je ne savais pas que le chef de l'État était sensibilisateur de la CENI. Non, la c'est le travail de la CENI. l'a accueilli en lui disant oui, Oumela. Non. Et Joseph Kabila, heureusement qu'il commence à comprendre qu'il ne peut pas. Il a dit non, pas Oumela. Non. Mais la Regardez, démocratie doit être appliquée. Il y aura élection. Nous avons le siège des institutions à Kinshasa. Pourquoi il ne fait pas un discours en bonne et due forme pour calmer les esprits? Il va le faire en Swahili. Moi, je ne suis pas swahiliphone. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Je dis ceci. Si le président de la République... Comprenez-moi bien. Ils ont relayé l'information. Non, je dis, c'est le chef de l'État. Ce n'est pas le président du Katanga. Il est le président du Congo, de tous les Congolais. Et s'il a vraiment besoin de passer un message clair dans ce sens-là, il va le faire à Kinshasa en toutes les langues. Parce que cette information-là, les gens de Mboujima, ils ne l'auront peut-être pas. Les gens du Bas-Congo ne l'auront pas. Donc ce que nous attendons du chef de l'État, ce n'est pas qu'il dise... Non, je vais continuer. Là où il y a le problème, c'est là. Regardez, je ne veux pas qu'il dise nous aurons des élections. Parce que tout le monde sait que nous aurons des élections. Tout le monde sait que le processus de l'enrôlement doit commencer. Mais ce qui pose problème, c'est quoi? C'est 2 choses. La première, quel est son sort à la fin de son mandat? Va-t-il rester gérer des élections qu'il a refusé d'organiser dans les délais? Nous disons non. Voilà, c'est ça le problème. Donc, le premier problème, c'est celui-là. Et le deuxième problème, c'est de savoir, lorsqu'il dit qu'il y aura des élections, où est le calendrier? Commencer une chose, c'est bien, mais il faut que nous sachions là où nous allons. Ce sont des éléments qui seront débattus dans le dialogue. Quand est-ce qu'il y aura élection? L'agencement des scrutins, ça sera débattu dans le dialogue. Mais lui, il n'a fait qu'annoncer qu'il y aura élection. Je ne suis pas... Aujourd'hui, ne veut plus qu'on parle de lui en tant que Ouméliste. Je vais vous dire. M. Kabila dit beaucoup de choses, mais il en fait très peu. C'est vrai que ce débat a agité la scène, Oumela, Yebela, ainsi de suite. C'est vrai qu'il a voulu calmer les esprits. Mais écoutez la phrase, il dit... J'entends des gens dire Oumela, mais moi je vous dis qu'il doit y avoir des élections. On ne sait même pas s'il sera candidat ou il ne sera pas candidat. Et j'ai même ouï dire ici, vous aviez suivi M. Monva, professeur de l'université de son État, raconter qu'on doit aller au référendum. Donc des élections, il peut être candidat ou il ne peut le pas. Mais là, on sait très bien que la Constitution l'interdit. Tu crois que la Constitution n'interdit pas le référendum? Non, ça dépend des questions. Pas sur les articles verrouillés. À moins de refaire une nouvelle Constitution. Le référendum ne concerne pas les articles verrouillés, ça concerne d'autres articles. Maintenant, si vous voulez déverrouiller les articles, vous devez faire une autre constitution. Monsieur Jean-Jacques Mamba, au soir, pardon Madame Laurette, au soir du 19 décembre, et le chef de l'État, s'il sera plus à la tête du pays, c'est qui va diriger la RDC? Mais la Constitution est claire. Vous savez que la vacance n'est consacrée que pour la présidence de la République parce qu'elle est incarnée par un individu.
la vacance ne concerne pas le Sénat. C'est-à-dire que M. Kengo peut mourir, il y aura son vice-président qui va continuer, parce que cette institution, c'est un corps. La vacance ne concerne pas le Parlement. La vacance n'a été instituée que pour le président de la République qui, à un certain moment, peut être empêché définitivement. Qu'est-ce qui empêche M. Kabila? Mais c'est la Constitution. Congédie le 19 décembre. Vous parlez des vacances, donc, empêchement. Nous sommes dans quel cas? Nous sommes dans le cas, lorsqu'il va atteindre son mandat, à la fin de son mandat, il est dans un empêchement définitif. M. Kabila ne peut plus continuer à exercer ses fonctions parce que la Constitution lui interdit. Et c'est la seule institution pour laquelle il y a un calendrier dans la Constitution. Le pouvoir que lorsqu'il y aura un président élu, même attendez, la Cour constitutionnelle a interprété cet article de la Constitution. La Cour constitutionnelle de Gbagbo l'avait proclamé président, mais il est à la haie. Ça, c'est pas le problème. Revenons à notre débat. L'article 70, parce que vous le citez, dit le président reste en place jusqu'à l'installation, pas jusqu'à l'élection. Cela suppose que ce président a été élu et que lui va rester en place pour l'installer, simplement. Mais dans ce cas-ci, donc s'il n'a pas été élu, président élu, il n'y aura pas élection. Heureusement que ces articles-là... Le conclaviste de Geval, et vous acceptez les résolutions de Geval, qu'est-ce que vous prévoyez? Parce qu'il n'y aura pas élection. Je vais continuer. La Constitution est bien faite, hein, vous savez. Donc vous allez 70, 71, 75 et 76. Que dit l'article 76? Que le chef de l'État a l'obligation d'organiser les institutions, de veiller au fonctionnement harmonieux des institutions. Ça veut dire au fonctionnement harmonieux de la CENI, du Sénat, de tout ce qu'il y a comme institution dans ce pays. Le chef de l'État a failli à cette mission. Deuxième raison de son empêchement définitif, c'est que si nous arrivons à une situation où nous n'avons pas d'élection, c'est parce que le chef d'État a failli. S'il n'avait pas failli, s'il n'avait pas péché contre l'article 76, en vous rappelant qu'il a quand même prêté serment, c'est le seul Congolais qui a le serment de respecter la Constitution, dès qu'il y a cette faille-là, c'est le deuxième élément, à part qu'il est congédié par la Constitution, cette faille-là ne lui permet pas de nous gérer alors que c'est lui l'initiateur ou l'auteur moral. Quelle est la solution? Nous approchons du 19 décembre. La Constitution est claire. Pendant 120 jours, quelle est la solution? Pendant 120 jours, la loi fondamentale prévoit, en cas d'empêchement définitif, que le président du Sénat, pendant 120 jours, prenne le pouvoir, par intérim naturellement, pour organiser les élections. La loi est là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? L'AMP ne reconnaît pas le président du Sénat parce qu'il est hors mandat. Non, aussi. madame, je vous dis que le Sénat n'est pas frappé par la vacance. C'est-à-dire qu'il faut un nouveau Sénat. Attendez, lorsqu'on parle du principe de la continuité de l'État... Vous voulez parler d'un nouveau Sénat? Non, lorsqu'on parle du principe de la continuité de l'État, c'est que le Sénat, lui, n'est pas frappé par le principe de la vacance. Nulle part dans la Constitution, vous allez entendre parler de la vacance au Sénat. Ça n'existe pas, ni à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ces institutions peuvent continuer, mais pas le chef de l'État, qui lui-même est une institution, mais il n'est pas encore, c'est un individu. Il n'y a que lui qui est frappé par le principe de la vacance. Donc ça veut dire quoi? Que même si M. Kengo, au terme du mandat de M. Kabila, entre guillemets, a un dépassement de 2 ans, ça ne pose aucun problème, parce qu'il n'y a pas de vacances au niveau du Sénat. Il y a la vacance au niveau du président de la République. Je ne sais pas si vous comprenez que chaque institution n'est pas limitée dans le temps. Raison pour laquelle un sénateur peut se représenter à vie. Raison pour laquelle un député national peut se représenter à vie, mais pas un président de la République. Vos propos ne seront pas soutenus par la majorité présidentielle. Ma question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Madame, il faut suivre aller au dialogue. Il faut suivre ce qu'il y a dans les textes. Monsieur Kabila a la latitude de dialoguer avec qui il veut. En commençant par les personnes qui veulent aller au dialogue. M. Mbikaï, M. Robert Roy, et ceux qui ont accepté d'aller au dialogue, la société civile, M. Kabila peut dialoguer avec eux. Il y a pas de problème. Convoqué par M. Kabila, nous n'allons pas y aller. Nous avons déjà assez parlé avec la majorité. Il y a eu des concertations, 649 résolutions, il y a Steve beaucoup d'argent. Qui vient de dire tout à l'heure, c'est la phrase de Steve Mbika, nous devons éviter la burundisation de la République démocratique du Congo. Avec de tels propos, on ne doit pas aller au dialogue, pas le dialogue format Kabila. Où est-ce que on doit éviter cette burundisation de la République démocratique du Congo? Madame, comment évitons? Qui doit éviter? C'est ça la question. Mais c'est ceux qui gèrent qui doivent éviter ça. Ceux qui gèrent doivent respecter les textes pour qu'on évite ces situations. Ce n'est pas l'opposition qui réclame plus de droits que vous allez demander d'éviter ça parce que l'opposition n'est pas armée. Vous n'avez jamais entendu un attentat perpétré par l'opposition. Nous n'avons que notre bouche pour parler. Nous n'avons que nos jambes pour faire des marches. On nous lance des gaz lacrymogènes. Nous n'avons que ça. Donc si on doit éviter la burundisation, c'est bien un message qui est adressé à la majorité présidentielle qui doit prendre ses responsabilités et pas l'opposition. Avez-vous été invité au colloque de l'opposition pro-dialogue qui se tient à Béatrice Hôtel? C'est à l'opposé de Jean Val. Hein? Vous savez, les gens ne manquent pas d'imagination. Nous n'avons pas de temps pour ce genre de choses. Les gens peuvent discuter à longueur de journée. Les gens
peuvent discuter à longueur d'année. Je pense que la seule chose qui nous mettrait d'accord, c'est le respect des textes. Et dès lors qu'ils ne sont pas respectés, nous ne serons jamais d'accord. Donc c'est la seule dialectique qui vale. Pour le MLC, rien de bon ne peut sortir et de Genval et de Béatrice. Je vous dis ceci. Ce qui s'est passé à Genval, nous avons été représentés par la dynamique. J'ai lu les résolutions. Elles cadrent avec la 2277. Tout le monde peut faire son colloque. Le problème est le suivant. Nous ne détenons pas ce pouvoir. Nous avons remis ce pouvoir-là à M. Kabila pour 10 ans. Enfin, pour 5 ans, renouvelable une fois. Nous avons renouvelé notre confiance au chef de l'État. C'est lui qui détient ce pouvoir. Maintenant, il lui appartient à lui de comprendre que la seule possibilité de maintenir la calmie dans ce pays, c'est de respecter le serment qu'il a prêté. Maintenant, les gens peuvent parler, les gens peuvent se réunir. Nous ne sommes pas contre Genval, nous ne sommes pas contre Béatrice. S'il y a des résolutions, tant mieux. Mais est-ce que la majorité est prête aujourd'hui à suivre ces résolutions? Béatrice veut qu'on aille au dialogue immédiatement pour éviter les chaos, pour éviter la burundisation de la avant la fin du mois de juillet, que le dialogue commence. Avant la fin du mois de juillet. Écoutez, ça, madame, c'est Béatrice. vous avez... Le principe du dialogue est très bon. Mais je vous informe aussi que lorsque vous allez dialoguer, qu'il n'y a pas de bonne foi, il n'y a pas de résultat. Vous n'allez pas dialoguer avec quelqu'un qui a volé votre enfant. C'est un procès d'intention. Non, je vous le dis parce que nous sommes à plus de 50 dialogues. Il manifeste en combien de dialogues avons-nous eu dans ce pays? Plus de 30, 40, 50. Rappelez-vous, USO Réalier, Palais de Marbre 1, Palais de Marbre 2, ça fait partie de nos traditions. Mais dès lors qu'il n'y a pas, Monsieur Mobutu, il y avait plusieurs dialogues, il y avait même la conférence nationale souveraine. On disait qu'elle était souveraine, donc que les décisions qui en sortaient s'imposaient même à Monsieur Mobutu à l'époque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc dès lors qu'il y a de la mauvaise foi, dès lors que les gens mettent des bérets rouges, comme M. Mauve, un professeur d'université, pour combattre la Constitution, donc vous sentez qu'il y a de la mauvaise foi, il y a une forme ils sont un peu opiniâtres dans leur volonté de conserver le pouvoir en violation des règles. Mofa Sakane n'est pas Joseph Kabila. Durant tout son mandat, il n'a fait que tendre la main à l'opposition. Ça, vous juste le secrétaire général de la majorité, il faut le dire. Il y a combien qui sont en prison, madame? Comment vous tendez la main à l'opposition alors que vous envoyez des gens en prison pour des faits qui sont permis dans la loi? Il y a combien de gens qui sont en prison pour rien? Les Christopher Ngoyi, ainsi de suite. Dites-moi pourquoi ils sont en prison. Les Coutineux, ils ont fait la prison et il y a eu des montages grossiers. Tendre la main, ce n'est que du verbiage. Mais nous voulons des actes et nous avons demandé ces actes. De la majorité est allé aussi en prison. En prison. Pour combien de temps, madame? Il est libre de tous les mouvements. Lui, il a la chance parce qu'il est de la majorité. Il est libre de tous ces mouvements aujourd'hui. Et les autres qui sont entrés en prison, qui ne sont jamais sortis. Sans parler de cas de disparition et des morts. Donc ne parlons pas de ça. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'à un certain moment, nous étions demandeurs d'actes. Mais nous avions compris que le chef de l'État était incapable de poser de vrais actes. Et surtout de respecter ses engagements. Bon, nous avons remarqué cela, c'est resté lettre morte. Pour ceux qui veulent retenter l'expérience, c'est-à-dire aller dans le cadre d'un dialogue et penser que le chef de l'État va respecter, nous leur souhaitons bonne chance. En ce qui nous concerne, nous restons sur la Constitution et elle devrait être respectée. Voilà, le MLC va respecter le dialogue selon la résolution 2277. Exactement. Si les résolutions sont favorables, correspondent avec la Constitution naturellement. Et bien voilà, c'est pratiquement la fin de Africa Entretien. Monsieur Jean-Jacques Mamba, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, madame. Voilà, merci, un grand merci aussi à Don des Dieux Misélé, présentateur de l'émission Point Focal. Nous nous retrouvons dans le prochain numéro. En attendant, restez branchés dans la télévision africaine pour la suite du programme. Merci.